Bonjour, Olivier Germain-Thomas. Vous publiez La brocante de mai 68 et Ouverture aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Vous racontez votre aventure. Il y a plusieurs livres en fait dans ce livre. Parce qu'en réalité, vous racontez votre aventure de militant en mai 68, comment vous avez vécu les événements de l'intérieur et l'organisation de la grande manifestation. Et ensuite, vous nous orientez dans une seconde partie vers les origines de mai 68, tout ce que l'on a pu étudier, lire sur ceux qui ont organisé ces événements, les États même parfois qui ont organisé, qui sont derrière. Ça, nous allons en parler. Puis la troisième partie, qui pourrait être un troisième livre, où vous revenez sur finalement la destruction de certaines valeurs que nous avions avant, et pourquoi il serait important de les remettre au goût du jour. Ce sont les trois livres que j'ai décelés dans ce seul ouvrage, La brocante de mai 68 et Ouverture. Vous avez tout dit maintenant. Je ne vois pas très bien ce qui va me rester. Mais oui, mais on a beaucoup de choses à dire. Et le livre, finalement, déjà, le titre du livre a beaucoup d'humour. La brocante. C'est-à-dire que dans une brocante, vous avez du bien et du pas bien. En fait, comme j'ai étudié le bouddhisme, j'étais donc assez loin de l'engagement politique. Et au début, mai 68 m'a plutôt amusé. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Bon, d'accord, très bien. On est tous d'accord. Et puis, sous les pavés, la plage, j'étais tout à fait d'accord. Enfin, je veux dire, il y avait un côté surréalisant qui était amusant. Très vite, j'ai compris. J'avais quand même une petite expérience politique pour avoir fait des campagnes de De Gaulle, notamment en 65, pendant la présidentielle de 65. J'ai très vite compris qu'il n'y avait pas derrière une manifestation et que ceux qui étaient solides, c'était pas simplement les garçons et les filles un peu échevelés qui avaient envie de s'amuser, c'était des trotskistes qui étaient très bien organisés. Ça a commencé par un chahut et vous dites très vite, il y a eu ce désir de révolution que vous avez senti. Voilà, alors très compliqué, parce que vous aviez des trotskistes, vous aviez des maoïstes qui se tiraient dessus. Vous aviez le Parti communiste. Les jeunes étaient plutôt séduits. Le Parti communiste, en tant que Parti communiste, a joué plutôt la carte de la stabilité de Gaulle, tout simplement parce qu'il faisait ce qu'on peut appeler, en termes marxistes, une analyse objective. La situation n'est pas révolutionnaire et que, comme vous le savez, le Parti communiste déteste les gauchistes. Voilà. Vous dites qu'il n'avait pas envie de se faire déborder sur sa gauche. Oui, alors c'est pour ça qu'ils ont joué double jeu. Donc ils disaient: on va dans les manifestations, et par derrière, j'ai relevé dans un livre de Jacques Vendroux, qui était le beau-frère de De Gaulle, c'est quand même pas mal, à l'Assemblée nationale, Waldeck-Rochet prend le beau-frère de De Gaulle par le bras, va dans l'embrasure d'une fenêtre, l'un et l'autre étaient députés, et lui dit, droit dans les yeux, surtout qu'il ne cède pas. C'est quand même pas mal de la part d'un communiste. Donc vous voyez, c'était quand même une affaire très compliquée, qu'à l'occasion de ce cinquantenaire, on simplifie un peu, comme s'il y avait les merveilleux révolutionnaires qui, eux, ont toutes les qualités, et puis le reste, c'était de l'ordre de la réaction. C'était beaucoup plus subtil que cela. Alors je rebondis aussi sur ce que vous venez de dire. Effectivement, je n'avais pas de quoi faire tout un livre sur ces souvenirs-là, et je n'avais pas envie de faire uniquement un livre d'anciens combattants. Et donc j'ai voulu me projeter un peu plus dans l'avenir, car j'ai eu la chance, à la suite de ces événements, de rencontrer à plusieurs reprises Malraux. Donc là, je parle de lui, de mon admiration pour lui. Et puis, avant et après les événements. Une fois avant, rapidement, où on n'a parlé que de l'Inde, et puis après, où on parlait, vous savez, avec lui, on parlait très très vite de Nabucodonosor. Hein. C'était pas... quand j'allais le voir à Verrières, comment êtes-vous venu? Il n'y avait pas de la pluie. Est-ce que vous avez bien pris le moyen de transport? Non, tout de suite, c'était l'épopée de l'histoire. Et puis, comme vous l'avez souligné, j'ai voulu aussi m'interroger sur, aujourd'hui, le problème des racines, qui me semble très important, que les gens n'ont pas pris suffisamment conscience en face de la mondialisation du malaise qui se crée sur toute la planète à cause de l'éradication des racines. Donc comment maintenir nos racines sans tomber dans ce qu'on pourrait appeler l'extrême droite ou des partis que personnellement je rejette totalement. Donc voilà, il y a donc des chapitres là-dessus. Et puis la question religieuse qui me semble capitale aujourd'hui. On voit la caricature de ce que peut donner une religion, nommons-la, de ce que peut donner l'islam quand il est habité par la violence, mais aussi dans l'hindouisme,
pratiquement tous les ans ou tous les 2 ans, je vais en Inde et je vois les extrémistes hindous. Je vois aussi au Japon des extrémistes shinto. Donc je vois que face à cette mondialisation, il y a un raidissement sur des valeurs, en fin de compte, anti-religieuses. Et j'essaie, d'où le titre, d'ouvrir des portes. Alors on commence par le début. Vous étiez une toute petite poignée, dites-vous, à vous opposer à mai 68. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que finalement, à l'époque, vous étiez jeune, vous auriez pu envie, comme tous vos camarades, d'aller faire la fête et de faire l'amour, plutôt que la guerre? Alors, je ne suis pas à confesse ici. Pendant quelques jours, j'étais plutôt content. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que nous allions ébranler un pouvoir qui, à mes yeux, était extraordinaire. Imaginez qu'en 68, il y avait eu le voyage de Gaulle en Union soviétique, où il parle de la Russie éternelle. En 66, il y a eu le discours de Phnom Penh, il y a le discours de Montréal en 67. Donc soudain, la France, la politique étrangère de la France prenait une dimension internationale magnifique. Il y avait un homme comme Malraux près de lui. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui revivait par rapport à notre histoire. Quand j'étais enfant, c'était la 4e République, c'était triste à mourir. Là, je sentais que ça revivait et que, à cause de l'espèce de stupidité de l'entraînement des uns et des autres, ces étudiants qui au début n'étaient qu'une poignée, ensuite sont devenus l'immense majorité de tous ceux qui fréquentaient la Sorbonne, risquaient d'ébranler ce régime. Donc écoutez, il fallait prendre ses responsabilités, je les ai prises et je n'ai pas reçu un coup. Tout au long de ces journées, j'ai dit ce que je pensais. J'ai pris la parole dans des amphithéâtres, je n'ai pas reçu un coup. Oui, vous le dites, ça c'est... Oui. On se moquait, peut-être. Largement, oui. Voilà, mais il n'y a pas de bagarre. On m'envoyait chez le psychanalyste. Ouais. Ouais. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez rejoint ce groupe d'opposants à mai 68. Vous racontez, vous étiez très peu nombreux dans un local qui était presque barricadé avec des lits de camp. Tout se faisait au bricolage. Vous étiez vraiment les marginaux. C'était du bricolage, vous avez raison. En tout cas, rue de Solferino, vous faites allusion à cet endroit où il y avait une association de soutien. Rien à voir avec l'autre rue de Solferino. En face, mais là je vous parle du bon côté. Du bon côté, c'est les numéros impairs. Donc ensuite c'est devenu l'Institut Charles de Gaulle et maintenant la Fondation Charles de Gaulle. Mais là nous n'étions qu'une poignée. Et dans le parti, je ne sais plus comment il s'appelait parce qu'il a tout le temps changé de nom, UDR ou UNR, je ne sais plus. Dans le parti, la plupart de ce qu'on peut appeler les apparatchiks du parti gaulliste étaient sous leur lit à ce moment-là. Donc, mais il y a un type comme Pasqua, il y avait Habib de l'Oncle, il y en avait quand même quelques-uns qui résistaient. Mais nous étions très très peu. Comme si, soudain, et je crois qu'au niveau de l'État, c'est un peu ce qui s'est passé aussi, pas la police qui s'est très bien conduite, pas la gendarmerie non plus, mais si soudain quelque chose se défaisait petit à petit, comme si cette 5e République qu'on croyait très solide allait se défaire. Et De Gaulle s'est trompé le 24 mai quand il a fait un discours qui tombait à plat. Et puis, il y a cette fameuse journée du 29 où il se ressaisit, qui va aboutir au 30 et qui va faire retourner la situation, qui prouve bien que la situation n'était pas révolutionnaire. Vous connaissez une révolution où un seul discours annihile la révolution? Non, ça n'était pas une situation révolutionnaire. Mais nous ne le savions pas. Oui, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est facile à dire maintenant avec votre œil, vous qui avez vécu ces événements, même pour les personnes qui ont connu ces événements. Mais pour ceux qui étaient trop jeunes à l'époque ou qui n'étaient pas nés, on ne peut pas se rendre compte à quel point, en France, à ce moment-là, on pensait que tout s'effondrait. C'était chose acquise, presque. Ben on l'a vu, à partir du 13 mai, il y avait des millions de grévistes partout, avec des piquets de grève qui étaient quand même très solides. Et puis la majorité des jeunes qui, soudain, se sont pris d'une espèce d'enthousiasme pour ce mouvement. Alors j'imagine que des sociologues, des ethnologues vont analyser en profondeur les raisons qui font que dans un pays qui était relativement prospère, qui était stable, qui avait quand même à sa tête un homme comme De Gaulle, comment ça se fait que les choses s'effondrent si vite ? Et comment ça se fait qu'elles se redressent si vite ? Oui, mais justement, les sociologues ont travaillé là-dessus et souvent ils disent que les révolutions arrivent beaucoup plus facilement quand ça va bien que quand le peuple meurt de faim.
plusieurs travaux qui ont été faits. En 89, on ne peut pas dire que le peuple était très heureux. Il y a quand même eu une crise financière qui était importante en France. Et en 17, n'oubliez pas non plus les centaines, voire les millions de morts sur le front russe envoyés par le tsar. Il faut remercier le tsar de l'époque, parce que si les Allemands n'avaient pas eu le front Est, il est évident qu'on aurait été envahi, qu'on aurait perdu la Première Guerre mondiale. Mais ça tombait comme des mouches. Donc je veux dire, dans les deux cas, on voit qu'il y a des raisons objectives d'une révolution, mais pas en 68. Olivier Germain-Thomas, nous parlons de votre nouveau livre, La brocante de mai 68 et ouverture chez Pierre-Guillaume Deroux. Je rappelle, Olivier Germain-Thomas, que vous êtes écrivain, vous avez été couronné par le Grand Prix de littérature décerné par l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Vous avez publié de très nombreux livres, dont La tentation des ânes, ça je le connaissais, la traversée de la Chine à la vitesse du printemps, ou Marche avec la nuit, et bien d'autres encore. Et vous avez fait de la radio aussi, hein. Vous êtes journaliste aussi, puisque vous avez édité un magazine. On va revenir sur mai 68. Point très important, sans cultiver l'idée simpliste que les complots régissent l'histoire, il est néanmoins certain que la spontanéité du mouvement de mai a été soutenue par les nombreuses et contradictoires forces hostiles à la politique de De Gaulle. Alors là, on arrive carrément au vif du sujet. Quand certains disent mai 68, ça a été un complot de la CIA, par exemple, que deux pays, les États-Unis et Israël particulièrement, étaient à l'origine de mai 68, s'il y a 10 ou 15 ans on avait dit ça, on ricanait un peu, en disant « Ah, t'es dans les complotistes ». Aujourd'hui, plus les chercheurs cherchent, moins on ricane. Alors, à l'époque, on accusait Cuba, ce qui est entièrement faux. On sait d'ailleurs que Fidel Castro envoyait des excellents cigares à De Gaulle, et il avait plutôt une admiration pour De Gaulle. Je ne sais pas si c'était réciproque. Oui, le multilatéralisme, toute cette opinion était... Tout le côté tiers-mondiste, à mettre un peu entre guillemets quand même, de la politique française de l'époque. Le Parti communiste ne souhaitait pas du tout le renversement de Gaulle, parce que le Parti communiste, tenu quand même par Moscou, était ravi des coups de pied que De Gaulle donnait à la présence américaine, notamment au Vietnam, et notamment contre le dollar. Donc il fallait bien un peu plus creuser. Et il y a quelqu'un qui est Éric Branca, qui a publié, voici 6 ou 9 mois, un livre basé exclusivement sur des archives réelles. Et on voit très bien que les agents de la CIA à Paris et dans d'autres villes de province avaient pour instruction de faire tomber De Gaulle. Voilà. Donc je ne dis pas qu'ils sont à la cause de ce mouvement. Je ne pense pas que la CIA ait pu créer le mouvement, mais ils en ont profité et ils ont mis de l'huile sur le feu. Maintenant, nous en avons la preuve. Oui, mais ce que l'on a observé, ce que vous avez observé là, on l'observe dans la plupart des révolutions. Il y a toujours des agents étrangers qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu, quand la politique menée par le pays est en contradiction avec celle du pays de ses agents. Exact, mais c'est pour ça qu'on croyait, certains ont dit à l'époque, c'est Moscou ou bien c'est la Havane. Eh bien non, c'était Washington. Et justement, dans ces agitateurs, il y a un portrait spécial évidemment, Daniel Cohn-Bendit. Vous rappelez qu'il était l'invité régulier du Centre américain de Paris, qui était dirigé par un correspondant de la CIA. Et puis plus près de nous, député européen, il a voté finalement toutes les directives, toutes les lois qui arrangeaient bien le libéralisme et les intérêts américains. Ce qu'il y a d'amusant, c'est que à l'époque, j'aurais pu me sentir plutôt plus à droite que Cohn-Bendit, qui représentait avec beaucoup de talent. Ça a changé maintenant. Oui, et bien maintenant, c'est l'inverse. Je le vois complètement avec ceux qui dominent le monde, c'est-à-dire la finance internationale, l'Europe de Bruxelles, alors que je me sens en opposition sur ces deux points. C'est pour ça que j'aimerais bien d'ailleurs avoir un débat avec lui. Ce serait amusant de voir maintenant où il en est. Monsieur le révolutionnaire, vous défendez la politique de la finance internationale, racontez-moi ça. Alors le livre raconte comment vous, de l'intérieur, vous faisiez partie de cette poignée de militants qui avaient organisé cette contre-manifestation. Bon, là, on l'a su après, mais c'est vrai, c'est incroyable de le raconter. Vous pensiez que 30 000 personnes, ce serait déjà miraculeux. Alors, ce qui est d'étonnant... Enfin, je dis contre-manifestation, la manifestation. Oui. Ce qui est d'étonnant, c'est qu'à l'origine, il y a des sortes de mauvaises coïncidences. Le fait que
Au moment du démarrage, Pompidou est en Iran et en Afghanistan. Quand il revient, il fait rouvrir la Sorbonne, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Et à ce moment-là, De Gaulle part en Roumanie. Il y a donc, c'est intéressant d'ailleurs pour un historien, de voir que quelquefois, les conjonctures sont, par rapport à ce que moi je voulais défendre, sont néfastes. Elles sont néfastes. Et puis à la fin, au contraire, elles deviennent positives. Il y a le coup de génie de De Gaulle d'aller voir Massu. Il ne voulait pas aller le voir en Allemagne, il voulait le faire venir au Mont-Saint-Odile, dans les Vosges. Mais le message n'a pas pu passer, il faisait mauvais temps, et à ce moment-là, tel l'empereur d'Occident, le général dit à l'hélicoptère, nous allons chez nous, puisque nous sommes les troupes d'occupation française, il faut bien le rappeler, les troupes d'occupation française dans la zone française en Allemagne. Il va là-bas, alors il y a un mystère sur ce qui s'est vraiment dit entre Massu, dans quelle mesure De Gaulle était complètement déprimé, que Massu lui a remonté le moral, la vérité est extrêmement complexe à saisir, mais on peut se dire que à partir du moment où De Gaulle fait ce grand coup de bluff, le 29, rentre dormir tranquillement, en récitant d'ailleurs des vers, le 29 au soir à Colombe-les-Deux-Églises, et à 4 heures de l'après-midi fait son grand discours, notre manifestation, à ce moment-là, est puissamment aidée par le retournement complet, grâce à De Gaulle, le retournement complet de l'opinion. Et donc, au lieu d'être 40 000, on a été 1 million. Oui, mais justement, vous revenez aussi sur cette manifestation et des confidences que vous avez eues d'agents des renseignements généraux ou de policiers. Les extrémistes avaient préparé des armes. Ça aurait pu très mal tourner. C'est une chose que je ne comprends pas, mais que l'histoire devra un jour élucider. Ce qu'on appelle les Katangais, aussi bien certains extrémistes gauchistes avaient des armes. On le savait. La police savait d'ailleurs où elles étaient et les surveillait de près. Rien n'est plus facile dans ces cas-là de prendre une grenade, de l'envoyer dans les pattes des manifestants et de dire que la grenade a été envoyée par la police. Et ça n'a pas été fait. Et je n'ai pas de réponse à cette énigme. Vous imaginez ce qui serait passé s'il y avait eu 20 étudiants au sol, Pompidou sautait, le prestige de De Gaulle tombait, et ça devenait à ce moment-là peut-être une vraie révolution. Pourquoi les services puissants qui voulaient faire tomber De Gaulle ne sont pas allés jusqu'à cette extrémité? Je n'ai pas la réponse, mais je sais que ça aurait pu se faire. Votre regard est très intéressant parce qu'en réalité, il y a ce point de vue, alors qu'aujourd'hui, quand on parle de mai 68, allez, on irait interroger des personnes d'une trentaine d'années même, ou d'une quarantaine d'années. Mai 68, c'était sympa. C'était un grand bordel. Oui, c'était une petite révolution. Finalement, les choses sont rentrées dans l'ordre. Mais mai 68 a fait avancer les choses dans le bon sens. Nous ne serions pas libres comme nous le sommes aujourd'hui s'il n'y avait pas eu mai 68. Je suis certain que c'est ce qu'on vous répondrait. C'est ce qu'on nous répondrait si on faisait un micro-trottoir. Oui, tout dépend sur quel plan on se place. Si on se place sur le plan de la grande politique que menait De Gaulle, il est évident que mai 68 a porté un coup au moral de De Gaulle et à cette grande politique. C'est évident. En plus, en novembre, on était presque au bord de la dévaluation que Pompidou a faite par la suite. Ensuite, il a dû céder pour l'entrée de Pompidou de l'entrée de la Grande-Bretagne. Donc, je veux dire, quelque chose politiquement s'est effondré. Mais sur le plan des mœurs, par rapport à ce qu'est l'évolution des mœurs, je ne suis pas là en train de porter un jugement de valeur pour savoir si c'est bien que garçons et filles puissent faire l'amour comme ils le veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent. Je ne prends pas parti là-dessus. J'ai ma petite idée, mais je ne prends pas parti. Mais c'est vrai que des portes se sont ouvertes à ce moment-là, et qu'il y a eu, par rapport à une autorité, notamment dans les familles, par rapport à une autorité à la faculté, par rapport à la liberté des filles vis-à-vis des garçons, il y a eu quelque chose qui était dans l'air du temps. Donc je comprends très bien que le garçon ou la fille d'aujourd'hui qui profite de cette avancée soit content. Alors maintenant, voyons ça d'un point de vue géopolitique, et l'analyse est plus complexe. Oui, non, est-ce qu'Olivier Gervin-Thomas, j'ai envie de vous demander, est-ce que finalement, même si mai 68 n'aurait pas eu lieu, il n'y a pas une évolution naturelle des choses, et grosso modo, aujourd'hui, nous en serions à peu près au même point. Certains pensent. Non, je pense que vous avez raison. En fait, la révolution sexuelle, elle était faite aux États-Unis et en Suède avant d'arriver en France. Ça l'a accéléré.
ça ne l'a pas créée. Cette révolution sexuelle, elle est venue de quoi? Bon, la pilule a joué un très grand rôle, c'est absolument évident. L'effondrement des valeurs qui tenaient la famille, c'est-à-dire l'Église, le rôle du père. La psychanalyse a voulu renverser le rôle du père, le père traité de tous les noms, l'Église qui n'a plus eu le pouvoir moral qu'elle a eu. Donc le mouvement était en marche. Vous avez tout à fait raison. Mai 68 l'a accéléré. Oui, mais regardez une réforme comme le mariage pour tous, c'est pas arrivé après mai 68. Et pourtant, c'est plus révolutionnaire que tout ce qui a été apporté par mai 68. Oui, que tout ce qui a été apporté par mai 68. De beaucoup, je suis d'accord. Alors, ce qui est intéressant après, c'est cette analyse qu'a fait le général de Gaulle sur le libéralisme, sur le capitalisme. Finalement, les braves gens qui étaient sur les Champs-Élysées et place de la Concorde, c'était empêcher ces bolcheviks de faire la révolution. Le général de Gaulle, lui, il a compris autre chose. C'est le libéralisme et le capitalisme qui sont à l'origine de tout cela. Il a compris quand même que l'affaire sérieuse, c'était quand même la révolte des ouvriers. C'était autre chose que celle des étudiants. Les étudiants, c'était dans les beaux quartiers de Paris. Oui, oui. En plus à l'époque, il y en avait beaucoup moins, et c'était plutôt des bourgeois privilégiés. Donc De Gaulle voit quand même qu'il y a des millions et des millions d'ouvriers qui avaient voté pour lui, qui l'avaient acclamé au moment de la libération, et qui soudain s'étaient retournés. Alors, au lieu de dire bande de c'est pas du tout la manière de Gaulle de faire, pourtant il n'était pas tout jeune, hein. Il avait 78 ans. Il s'est dit, mais que se passe-t-il? Il se passe que le travailleur se sent dépossédé dans les usines. Il faut donc créer la participation, idée qu'il avait lancée avant, mais qu'il n'avait pas réalisée. Et là, je cite effectivement 3 ou 4 de ses discours où il va assez loin, en disant la réponse communiste est mauvaise, mais la réponse du libéralisme intégral est mauvaise. Il faut trouver un système qui permette aux travailleurs de se faire entendre sur le plan des décisions importantes à prendre, et en même temps qu'ils soient intéressés aux bénéfices de l'entreprise. Mais on a régressé sur ce plan-là. On a régressé, on est revenu en arrière, puisque maintenant c'est la finance qui dirige tout. Oui, on est revenu en arrière parce que l'État maintenant prend beaucoup dans le gâteau qui est produit par l'entreprise. Nicolas Sarkozy, avez-vous, ça c'est hors sujet, hein, on n'est pas dans le livre, mais votre opinion m'intéresse évidemment. Nicolas Sarkozy avait évoqué à un moment l'idée de remettre la participation en disant, au lieu qu'ils prennent tout, on va mettre un tiers pour les actionnaires, un tiers pour les salariés, un tiers pour... Mais il avait oublié de dire que l'État prenait déjà un tiers. Non, mais c'est malheureux. En fait, c'est tout le système qu'il faudrait revoir quand on évoque la participation. C'est impossible dans un système mondialisé. Voilà. La participation dans une Europe qui saurait défendre ses frontières et défendre un système social qui lui serait propre, cette participation serait possible. Que la France toute seule lance la participation, toutes les grandes entreprises vont ailleurs. Parce que la grande entreprise ne veut en aucun cas que ça aille dans la poche de l'ouvrier, il faut que ça aille dans la poche des actionnaires. C'est pour ça que le problème de la participation, il est lié à que voulons-nous faire l'indépendance nationale. Et l'indépendance de l'Europe. Oui, mais enfin, l'indépendance dans un monde où on échange tout en permanence, donc... Eh ben, on échange trop. D'abord, on se rend compte que les échanges abîment la planète, puisque constamment, à travers les avions, les bateaux, la pollution. Donc il va bien falloir arrêter de manger en hiver des fruits qui sont produits à l'autre bout du monde et dont le transport abîme la planète. Et ensuite, il y a quand même un problème économique terrible d'une fausse concurrence. C'est du faux libéralisme. On nous vend ce système politique actuel comme si c'était du libéralisme. La seule vertu du libéralisme, c'est de mettre deux en concurrence, éventuellement, deux personnes ayant les mêmes charges, de les mettre en concurrence pour que chacun se stimule. Mais là, la concurrence est entièrement faussée, avec des ouvriers qui sont payés 300 € et encore 300 € par mois. Mais on vous répond, laissez faire le temps, parce que ces ouvriers qui sont dans des pays à 300 € par mois, dans 10 ans, ils seront à 400 € par mois, dans 20 ans, ils seront à 500 € par mois, et dans 30 ans, les choses s'équilibreront avec nous.
On verra dans 40 ans, je ne serai plus là. Mais ce que je vois, c'est que l'industrie est quand même très affaiblie en France, que le monde paysan est quand même très affaibli aussi en France, que les pauvres pêcheurs sont très affaiblis. Donc je vois qu'on a été pris au piège d'un système qui, dans l'état actuel des choses, nous est néfaste. Alors les conséquences de mai 68, c'est aussi cet abandon d'un socle de valeurs, sans vouloir non plus, vous dites bien, être un rétrograde, vouloir revenir 100 ans en arrière, avec quand même des valeurs. Il faut quand même avoir une certaine base. Et vous dites même avec humour, si revenant parmi nous, Montaigne constatait que Johnny Hallyday et Brad Pitt ont remplacé Plutarque, Virgile ou Cicéron, il demanderait à s'exiler chez les Papous. J'irai les retrouver. Cela ne veut pas dire que vous n'aimez pas Johnny Hallyday, paix à son âme, ni même, bon, pourquoi pas, ou que les films de Brad Pitt peut-être vous distraient, voilà, sont distraits, mais ça veut dire qu'il y a quand même des valeurs qu'il ne faut pas oublier. C'est ce que vous voulez dire finalement. Voilà, donc il y a les racines de l'Europe, c'est pour ça que j'ai choisi des auteurs latins, il y a les racines chrétiennes de l'Europe aussi, qui sont en train d'être... Vous insistez beaucoup là-dessus. Oui, parce que je pense, mais je m'appuie aussi sur Simone Veil, la philosophe, oui. Celle qui est morte en 1943 en Grande-Bretagne, c'est que je pense qu'aucun peuple ne peut vivre sans racines. Ça ne veut pas dire des racines figées, ça veut dire des racines en métamorphose. Et voyageant dans le monde entier, chaque année, qu'est-ce que je vois? J'assiste à quoi? Au Japon, un retour vers les racines du shintoïsme. En Inde, mais c'est incroyable, avec Modi Premier ministre, mais en Inde, il y a un retour vers l'hindouisme et l'amour de leurs propres racines et de leur propre histoire, qui quelquefois aboutit d'ailleurs à des excès vis-à-vis des musulmans. Ça, c'est autre chose. Et en Chine, vous avez vu le retour du confucianisme en Chine? Donc je crois que face à la mondialisation... Ne parlons même pas du monde arabe. Oui, et de manière caricaturale d'ailleurs, souvent d'une manière caricaturale. Mais ce que je constate, c'est que face à cette mondialisation, elle existe, elle est là, il est indispensable de maintenir en même temps les racines. Mais ça ne se fait pas artificiellement. C'est pas parce que je dis que j'aimerais, enfin j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont capables de lire Plutarque, mais c'est pas parce que je dirais il faut lire Plutarque que les gens vont lire Plutarque. Mais ce que je veux faire à travers ce petit livre, c'est faire comprendre que chaque être humain, pour se sentir bien avec lui-même et bien dans le monde contemporain, vivre ce monde contemporain, pour se sentir bien, il est important de rester fidèle à toute une partie des racines. Voilà, je vous laisse un peu sur ce prêchi-prêcha. Non, mais ce que vous dites par exemple sur le Japon, c'est intéressant, parce que le Japon a un énorme problème démographique. Il y a beaucoup de vieux, trop de vieux. En France, nous serions dans la même situation que le Japon. On vous répondrait, faut faire venir de toute urgence beaucoup d'immigrés jeunes pour compenser la population. Le Premier ministre japonais a dit non, on va faire des robots pour s'en occuper. Bon. La réaction est différente. Je ne sais pas quelle est la situation pour le Japon. Je sais que la natalité en France reste encore une des plus fortes parmi les pays développés, les États-Unis mis à part. Parmi les pays développés, je ne pense pas que la solution soit avec le robot. Je pense qu'il faut avoir foi en soi. Bien sûr. Voilà, pardonnez-moi de dire des choses qui ont l'air extrêmement banales, mais qui sont oubliées par une partie de Oui, mais c'est ce que vous dites, qu'en dehors de la foi, le christianisme contient un génie qui devrait nous faire bondir de la joie, de l'intelligence. Voilà, puisqu'en fin de compte, puisque vous m'interrogez, je suis de formation chrétienne et très attaché à ses racines. Ma foi est incertaine, mais quand je lis les grands textes des mystiques, quand je vois la peinture et la musique qui a été donnée par le christianisme, je me dis, on a rarement fait mieux dans l'histoire de toute l'humanité. Alors restons fidèles au moins à cet aspect-là, et puis après on pourra rediscuter pour savoir le Christ de quelle manière est-il le Fils de Dieu ou pas, la Trinité, on pourra en discuter après, mais restons fidèles à cet apport génial du christianisme en Europe. Voilà. Et vous concluez avec cette lettre à Emmanuel Macron. Elle est rédigée avec humour. D'ailleurs, vous commencez, à la suite de votre irrésistible ascension de 2017, l'avenir dira laquelle de ces deux forces de l'histoire, le hasard ou le destin a le plus joué en votre faveur. Le hasard ne se répète pas, le destin suit une ligne. Pour avoir écrit cela avec une certaine ironie,
je pense quand même que vous êtes plutôt sur la ligne du hasard. On verra, je laisse la porte ouverte, mais il est rarement arrivé dans notre histoire un tel rassemblement de faisceaux positifs vis-à-vis d'un futur président de la République qui n'avait jamais été élu. Effectivement, tous ses concurrents se sont effondrés les uns après les autres. Alors il arrive, et on a bien vu que dans les premiers mois, il réussit presque tout ce qu'il fait. Alors maintenant, on voit déjà, là je suis en train de parler au mois d'avril 2018, on voit déjà les petits cailloux. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. Il va y avoir des traîtres autour de lui. Il y en a eu autour de tout chef d'État. Et je l'ai senti partir avec un enthousiasme fou et prendre peut-être un peu trop pour un message du ciel, ce qui n'a été peut-être qu'une conjoncture favorable. Nous verrons, je laisse les portes ouvertes. Oui. Mais vous l'invitez quand même à renouer avec la langue française, avec la francophonie. Formidable atout politique qu'est la francophonie. Renouer avec les valeurs, combattre la finance mondiale. Bon. Oui, je ne sais pas si vous répondra là-dessus, sur combattre la finance mondiale. Toute fausse modestie mise à part, la fausse modestie étant d'ailleurs une vraie modestie, pardon. Oui. La fausse modestie étant quand même quelque chose de très orgueilleux, donc je m'amuse à jouer au faux modeste que je ne suis pas. Mais je me permets quand même de donner des conseils au président de la République dans un certain nombre de domaines, notamment en ce qui concerne l'Europe, la finance internationale, comme vous venez de le dire, et la francophonie. Belle carte que la francophonie. Et d'ailleurs, on nous rappelait qu'avec le Brexit, finalement, alors qu'il y avait 2 langues officielles, c'est ça, au sein de la communauté européenne. Non, les officielles, toutes les langues sont officielles. Toutes les langues sont officielles. 2 langues de travail. Oui. 2 langues de travail, voilà. Le français et l'anglais. Ah ben avec le Brexit, l'anglais n'a plus aucune place. L'anglais gardera sa place parce qu'il y a beaucoup de peuples, notamment de l'Europe de l'Est, qui malheureusement ont abandonné le français et qui maintenant travaillent plutôt en anglais. Donc je pense que du côté de l'Europe, nous avons perdu la bataille, qui aurait pu être gagnée il y a fort longtemps avant que les Anglais ne viennent, mais nous avons cette chance extraordinaire qu'il n'est pas impossible, si le français se développe en Afrique, que le français devienne, derrière l'espagnol, ou à égalité avec l'espagnol, une des très grandes langues internationales. Ce qu'il est encore en théorie dans certaines institutions, mais ce qu'il est de moins en moins dans le nombre de locuteurs. Mais il peut y avoir, grâce à l'Afrique, un nombre exponentiel de locuteurs, c'est ce que je souhaite. Voilà. Merci de m'avoir reçu pour parler de votre dernier livre, Olivier Germain-Thomas. La brocante de mai 68 et ouverture chez Pierre-Guillaume de Roux. Pourquoi le et ouverture ? Parce que je ne voulais pas que ce soit uniquement un livre d'histoire. Oui. Alors le et veut dire ainsi que des ouvertures, c'est vilain à l'oreille. Et l'ouverture, c'est tout ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire une interrogation sur le monde tel qu'il est aujourd'hui par rapport aux phénomènes religieux, par rapport aux racines, par rapport aux métamorphoses des religions, etc. Donc c'est pas un livre d'histoire. Oui, c'est un témoignage sur le petit rôle que j'ai joué en 68, assez solitaire, et en même temps une ouverture sur le vaste monde qui continue à me passionner, puisque dans quelques mois, je repars arpenter et le Japon et l'Inde. Oui, on sent votre amour des mots, de la langue. On reconnaît aussi que vous avez été producteur de radio. Vous avez fait une émission de radio longtemps sur France Culture. Voilà. Olivier Germain-Thomas, vous êtes écrivain. Je rappelle, vous avez été couronné par le Grand Prix de littérature décerné par l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Et le dernier livre, La brocante de mai 68 et ouverture, chez Pierre-Guillaume de Roux. Vous racontez évidemment votre mai 68, mais pas seulement. Et nous en avons parlé. Merci, Olivier Germain-Thomas. Merci.